Silence on roule supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca. La référence en électromobilité. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Tesla a des problèmes avec sa Gigafactory 4 en Allemagne. La plus grande station de recharge de bornes rapides à Pasadena en Californie voit le jour. Plug-in America a une campagne pour former les concessionnaires automobiles. 2 Canadiens feront un voyage en voiture électrique coast-to-coast de la Colombie-Britannique à Halifax. La Model Y sera livrée dans les prochains mois. Aux réflexions branchées avec M. Gauthier, on va parler de Yvon Martel et ses inventions ainsi que des brevets. À rouler vert avec Stéphane Levert, on parle de la disponibilité des véhicules électriques. Laurent Gigon nous parle du groupe Tesla Model 3 en français. Tous les événements à venir dans les prochaines semaines. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 74 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast 100% dédié aux voitures électriques. Silence on roule est également fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon 2 semaines, en tout cas moi de mon côté, ce fut fantastique. On a roulé électrique à plein et j'espère que vous avez fait de même. C'est l'hiver, il fait froid, on compose avec certaines particularités. Je voulais en profiter pour vous en parler aujourd'hui parce que je lis souvent sur les réseaux sociaux des gens qui se préoccupent de la vitesse de recharge aux bornes rapides l'hiver, parfois avec un peu d'incompréhension ou en tout cas de méconnaissance de la façon dont les bornes rapides fonctionnent. Simplement vous rappeler que dans le cas d'une borne rapide, donc une BRCC, la vitesse de recharge est essentiellement dictée par le véhicule, c'est-à-dire qu'une communication entre le véhicule et la borne s'établit et c'est le véhicule qui va faire en sorte de déterminer la vitesse maximale à laquelle le véhicule va se recharger, donc la quantité de courant qui va être envoyée pour recharger votre véhicule. C'est normal quand il fait froid et que vous chargez votre véhicule, d'autant plus si vous le faites avec une batterie qui est froide. La batterie de votre véhicule étant froide, le véhicule va demander à la borne de recharge de charger plus lentement le véhicule, donc la quantité de courant va être plus faible au début, donc vous allez remarquer que les vitesses sont pas très grandes. Généralement, au fur et à mesure que la recharge s'effectue, la batterie se réchauffe et la vitesse va augmenter. Ce ralentissement-là peut être quand même assez important, surtout par grand froid, moins 20, moins 25, moins 30 degrés. Donc, des gens, parfois, là, s'inquiètent de ça. Et ça varie d'un modèle, d'un type de véhicule à l'autre. Certains modèles sont plus affectés par le froid, donc la batterie va ralentir sa recharge de façon assez importante quand il fait très froid. D'autres, beaucoup moins. C'est ce qui peut expliquer là, que vous pouvez remarquer des différences entre un véhicule et un autre. Chose certaine, dans la quasi-totalité des cas, la vitesse de recharge va être impactée à peu près essentiellement par le véhicule et non pas par la borne elle-même, là, jusqu'à temps, évidemment, que vous atteigniez sa puissance nominale maximale. Mais sinon, c'est bel et bien le véhicule qui détermine tout ça. Puis souvent, on s'en rend compte parce que quelqu'un qui a un véhicule qui ne charge pas très vite, qui se tasse, il y en a un autre qui arrive, puis lui, tout d'un coup, il se charge beaucoup plus vite. C'est probablement soit que sa batterie est plus chaude ou encore qu'il a un type de véhicule mieux thermorégulé qui va faire en sorte que la puissance maximale de recharge va être atteinte beaucoup plus vite lors d'une recharge rapide. Ceci étant dit, j'en profite pour vous rappeler que pour nous écouter, vous pouvez le faire avec tous les bons podcatchers. Et si vous êtes avec les produits Apple, allez nous donner une petite note positive là, dans Balado. Un petit 5 étoiles, ça nous aide à être mieux cotés. D'ailleurs, il y a plusieurs de nos auditeurs qui l'ont fait. Je tiens à remercier aujourd'hui, là, et je nomme pas tout le monde, là, certaines personnes qui l'ont fait dernièrement, et je les nomme par leur nom avec lequel ils se sont connectés sur Apple Balado. Là. Donc, Martin Gauvin, Lidav Z qui nous a aussi écrit et nous a fait des beaux commentaires, Hugues2468, Isabelle Baron, Pitcher One, Alain, Franciphone 67, Clacker TDI,
d'Ernotte. J'espère que vous vous reconnaissez. En tout cas, tous ces gens-là, là, il y en a, mon Dieu, il y a des centaines de reviews sur le site. Donc, merci à tout le monde qui l'a fait. Quand vous prenez le temps de nous laisser un petit commentaire et une petite note positive comme ça, ben ça fait qu'on remonte là, dans la liste de Apple Podcasts. Donc, on va être publicisé et vu par un plus grand nombre de monde. Donc, ça nous aide beaucoup. Merci à vous tous. Je veux vous rappeler que Silence on roule a des épisodes, diffuse des épisodes dits hors série. Ces épisodes-là ne sont disponibles que pour nos membres. Vous devez être abonné, c'est gratuit. abonnement.silenceonroule.com. Et on en a un qui s'en vient prochainement où on va parler des bonus-malus. Je serai en compagnie de Daniel Breton, Yannick Asselin et François Viau. Donc, si vous voulez écouter ça, vous devez absolument vous abonner. On ne le rendra pas disponible sur le site web de Silence on roule ou le site web de l'AVEC ou encore Facebook. On va vous en parler, on va vous dire que c'est là, mais pour que ce soit, pour que vous puissiez l'écouter, vous devez absolument être abonné en mode podcast, donc que ce soit avec Apple Podcast ou que ce soit avec Google Podcast ou sur TuneIn, sur Spotify, etc. C'est les seules façons où vous allez être capable d'écouter cet épisode hors série-là. Ça, c'est la semaine prochaine, vendredi prochain, que ça va sortir pour nos abonnés seulement. Alors, étant donné qu'on a un bel épisode avec beaucoup de contenu pour vous cette semaine, on y va tout de suite avec les actualités dans le monde de l'électromobilité. Malgré des objectifs ambitieux, Tesla a reçu l'ordre d'arrêter d'abattre des arbres qui eux-mêmes sont réducteurs de carbone. La construction de la Gigafactory 4 de Tesla à l'extérieur de Berlin en Allemagne entraînera probablement la création de plusieurs centaines de milliers de nouveaux véhicules électriques par an, ce qui contribuera à remplacer les véhicules à combustion interne et atteindre les objectifs ambitieux de l'Union européenne en matière de dioxyde de carbone. Tout s'est passé très rapidement selon les normes allemandes. Elon Musk avait annoncé il y a à peine 3 mois que Tesla bâtirait sa première usine européenne pour faire le montage des batteries, de groupes motopropulseurs et des véhicules complets près de Berlin. Selon la presse allemande, Tesla a acheté le site de 225 acres il y a à peine 1 mois. Il y a de sérieux rebondissements au cours des dernières semaines. Jeudi dernier, on a émis l'autorisation de débuter les travaux sur le site malgré l'objection des groupes environnementaux. Même si un certain nombre d'approbations finales n'avaient toujours pas été délivrées, et ce dimanche, des écologistes ont obtenu une injonction judiciaire qui va temporairement mettre fin au défrichement. Selon un journal allemand, Tesla devra déplacer une partie de la faune sur le site, incluant des fourmis, des reptiles et des chauves-souris, et réinstaller 400 nichoirs pour les oiseaux pendant leur saison de reproduction en mars. La plus grande station de recharge rapide pour véhicules électriques des États-Unis a ouvert ses portes cette fin de semaine à Pasadena, en Californie. La nouvelle station comprend 24 superchargeurs Tesla et 20 chargeurs rapides DC de la compagnie Tritium. Pour célébrer l'ouverture, le nouveau Mango Charging Plaza propose pour le moment la recharge gratuite aux clients. Il est évident que dans les semaines ou les mois à venir, il faudra payer pour profiter du service offert par ce site. Il faut déjà payer pour se stationner sur ce parking, mais c'est typique du centre-ville de Pasadena et les tarifs sont plutôt raisonnables. PlugShare répertorie 20 nouveaux chargeurs comme ayant à la fois des adaptateurs CCS, SAE et CHAdeMO avec une puissance de sortie de 50 kW. Les nouvelles stations DC Fast Charge seront elles-mêmes des unités Tritium V-Fill RT qui seront exploitées par la Pasadena Water and Power. Les superchargeurs de Tesla sont capables d'une vitesse de recharge dédiée et sans entrave de 72 kW. Plug-in America, un groupe qui défend le développement des véhicules électriques aux États-Unis, a annoncé une campagne nationale pour former les concessionnaires automobiles à la vente des voitures électriques. Tout concessionnaire intéressé peut s'inscrire au cours qui est disponible sur le site web de Plug-in America et commencer à recevoir une formation sur la meilleure façon de vendre les voitures électriques. Plug-in America gère le programme de formation PlugStar depuis 2016 et jusqu'à présent, il n'était disponible que dans quelques villes et États américains. PlugStar a donné cette formation à plus de 100 concessionnaires et plus de 1000 employés qui ont été formés au cours de cette période et jusqu'à présent, cela a été un grand succès. Plug-in America affirme que les concessionnaires qui ont reçu une formation PlugStar vendent 4 fois plus de véhicules électriques que leurs homologues et leurs clients sont 2 fois plus satisfaits de l'expérience de vente. 70% ont donné une note de 5 étoiles aux 5 concessionnaires PlugStar contre 35% pour les concessionnaires qui n'ont pas suivi la formation PlugStar.
Depuis dimanche 23 février, 2 Canadiens espèrent entrer dans l'histoire en effectuant le premier voyage en continu, traversant le Canada d'un bout à l'autre à bord d'un véhicule électrique. En partant du bord de l'eau à la réserve de Tuasawan en delta de Colombie-Britannique, l'équipe de pilotes Yann Pavelko de Vaudreuil-Dorion et Trevor Page d'Aurora, Ontario, prévoit de conduire la Tesla Performance Model 3 de Yann Pavelko en se relayant jour et nuit jusqu'aux rives de l'Atlantique du parc de Point Pleasant à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Si tout se déroule comme prévu, l'équipe pense pouvoir terminer le voyage en 3 jours environ, un temps qui était jusqu'à présent presque impensable en véhicule électrique. Tesla a annoncé la livraison du Model Y à ses clients pour le mois prochain après avoir commencé la production en janvier. En mars de l'an dernier, Tesla a présenté un Model Y, un multisegment tout électrique basé sur la Model 3 qui offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 482 km. À l'époque, le constructeur automobile avait prévu des livraisons à partir de l'automne 2020 pour les versions haut de gamme du véhicule. Tesla a progressé plus rapidement et ils ont confirmé que l'annonce de leurs résultats du mois dernier avait déjà permis de commencer la production à l'usine de Fremont. La production du Model Y a débuté en janvier 2020, donc plus tôt que prévu. Le constructeur automobile a confirmé que les livraisons des premières livraisons auraient lieu en mars, un an seulement après le dévoilement du VUS électrique. Tesla a commencé à envoyer des courriels confirmant les livraisons à certains de leurs clients qui avaient déjà passé leur commande. Un programme clé en main financé par le gouvernement du Québec vise à électrifier 50 camions dans la région de Montréal et pourrait éventuellement être étendu à l'ensemble du Québec et du Canada. Jour de la Terre Canada a annoncé la création de Transition WOW, un nouveau programme clé en main qui facilitera l'électrification de 50 camions légers pour les entreprises de la région métropolitaine au cours des 3 prochaines années. Transition WOW coordonnera entièrement le remplacement d'un moteur à combustion interne par un moteur électrique dans les camions légers admissibles. Il fournira aux gestionnaires de flotte une évaluation des besoins et coordonnera la transaction de conversion avec le fournisseur. Le gouvernement du Québec fournira 158 000 $ en financement du programme par l'entremise de son Fonds d'initiative métropolitain et de rayonnement qui a été créé pour stimuler l'activité économique, sociale et culturelle de Montréal. Roulez vert avec Stéphane Levert. Bonjour et bienvenue à ma chronique d'aujourd'hui. Mon sujet pour cette chronique est inspiré par le dernier épisode et plus spécifiquement par l'entrevue que Martin a faite avec les 2 statisticiens de l'AVEQ. Un des points soulevés dans l'entrevue a été le léger ralentissement des ventes globales dans le dernier quart de 2019. Et ça m'a mené à aborder l'une des causes principales de ce recul, autre que le fait qu'historiquement, il se vend toujours généralement moins de véhicules neufs durant cette période de l'année, c'est-à-dire la pénurie. Je devrais plutôt dire la maudite pénurie. C'est pas nouveau pour les véhicules électriques. Le niveau d'inventaire a toujours été un problème pour la majorité des modèles. En 2019, comme nous ont dit, ça a été spécial car l'élimination de la subvention en Ontario, jumelée à l'introduction de la subvention fédérale, ont fait qu'il y a eu vraiment un boom dans les ventes à partir d'avril, car les stocks prévus pour l'Ontario ont été transférés vers le Québec. Mais une fois le surplus de stock écoulé, on est revenu pas mal à la situation initiale. Et l'erreur qui peut être faite est de conclure que la demande est en baisse. J'ai même entendu cette supposition dans un autre podcast de la bouche d'un journaliste automobile du Québec, soi-disant expert. Présentement, le seul véhicule électrique qu'on peut mettre dans la catégorie de haute autonomie, qui est disponible en grande quantité dans les concessions et qui n'exige pas d'être sur une liste d'attente de plusieurs mois, c'est la Chevrolet Bolt. Donc, si on regarde en 2019 combien il s'en est vendu de Chevrolet Bolt, il y en a eu 2829 selon les statistiques de vente fournies par les concessionnaires du Québec. Bon, ce chiffre-là, là, juste pour vous mettre ça en perspective, c'est 8 de plus qu'un modèle qu'on connaît bien, la Toyota Camry. J'ai jamais entendu nulle part un expert dire que les ventes de Toyota Camry sont inquiétantes actuellement. Et si on prend, par exemple, aussi les 4700 Tesla Model 3 qui ont été ajoutés sur les routes du Québec en 2019, c'est plus que ce que des modèles comme le Hyundai Santa Fe, que le Jeep Wrangler ou que le Buick encore ont fait comme volume de vente l'an passé et qui sont dans la
catégorie populaire des VUS. Donc, il faut prendre ça puis mettre ça en perspective aussi, là, que les modèles qui sont disponibles, ils s'en vendent, puis on peut même les comparer à des modèles à essence traditionnelle. Je suis convaincu que si des modèles comme le Hyundai Kona électrique, que le Kia Niro EV étaient plus disponibles, on serait devant des chiffres au moins comparables à ce que la Chevrolet Bolt est capable de montrer comme chiffre. Pour quelqu'un qui se présente dans une concession et qui a même pas de modèle d'essai, ça peut être vraiment décourageant. Et ce n'est même pas tout le monde non plus là, qui commence à faire du magasinage, qui se rendent compte de cette liste d'attente-là, là, qu'un modèle exige une liste d'attente de plusieurs mois. Ils vont accepter d'avoir cette période d'attente-là. Là. Il peut arriver, par exemple, des situations que des gens sont en fin de bail de location, par exemple. Donc, cette période d'attente-là n'est pas acceptable pour eux. Là. Et c'est certainement pas dans l'intérêt d'un vendeur de ne pas vous rediriger vers un modèle en stock qui serait à essence, lui. Fait que ces non-ventes-là, à cause de la pénurie, malheureusement, on ne peut pas les chiffrer, là, on ne peut pas les quantifier. On ne peut pas dire que si tous les modèles actuellement sur le marché avaient des niveaux de stock suffisants, on aurait une croissance qui serait différente. Donc, ça, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas le chiffrer, malheureusement. Fait qu'en conclusion, on peut juste espérer qu'on puisse soutenir la croissance de la demande en 2020 et dans les années qui s'en viennent. L'introduction de nouveaux modèles comme le modèle Y de Tesla et la Ford Mustang Mach-E devrait aussi attirer d'autres profils d'acheteurs potentiels de véhicules électriques qui ne sont pas actuellement offerts sur le marché. Si les stocks suffisent, évidemment. Sur ce, j'espère que ma chronique vous a plu. D'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route. Ici Louis Bernard, du Salon du véhicule électrique de Montréal. Vous écoutez Silence, on roule. On a souvent fait des entrevues avec des administrateurs de groupes ou de pages Facebook. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un groupe en particulier, en fait, ou d'un groupe de groupes. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Je suis en compagnie de Laurent Gigon, qui est administrateur du groupe Tesla 3 en français. Bonjour, Laurent. Bonjour, Martin. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Écoute, ça fait longtemps qu'on veut se parler. On a fini par s'attraper un peu. Avant de rentrer dans les détails sur les différents groupes sur lesquels tu es administrateur, Laurent, peut-être nous parler un peu de toi. Donc, toi, j'imagine que tu conduis une Tesla? Je fais partie des chanceux qui conduisent une Tesla. Ouais, ça relève du bon sens, hein? Ça prend pas beaucoup d'intuition pour trouver ça. Mais j'ai monté ce groupe-là avant d'avoir une Tesla. OK, donc l'intérêt était là avant. Oui, l'intérêt était là avant. C'était le porte-monnaie qui n'était pas là avant. On s'est laissé le temps. C'est correct, ça. Donc, c'est indiscret de te demander quelle voiture tu as chez Tesla? Moi, j'ai acheté chez Tesla un modèle S70D de 2015. D'accord. Donc, c'est une voiture que j'ai achetée en ce qu'ils appellent en CPO, donc qui sont des Certified Pre-Owned. Mm-hmm. Donc, c'est une voiture de seconde main, on peut dire? C'est une voiture de seconde main. Et Tesla les reconditionne, on peut appeler ça comme ça, les remettent à neuf et repartent la garantie, à peu près toute la garantie à zéro, donc pour une durée de 4 ans. Donc c'est une opportunité que j'ai trouvée parce que j'avais besoin d'une Tesla avant que la Model 3 sorte. Ouais. Parce qu'au fond, je visais la Model 3, mais ça arrivait un petit peu trop tard. J'avais un bail qui se terminait, puis j'ai quand même 3 enfants. Fait que s'il y avait comme des enjeux d'espace, de cargo. Okay. Fait que la Model S, c'était exactement comme pour mes besoins. Excellent. Bon, donc, ça t'a répondu un peu à la question pourquoi Tesla. En même temps, c'était ta première voiture électrique ou tu as eu d'autres voitures avant? Avant ça, j'avais une hybride rechargeable. Okay. Donc, c'est ce qui m'a donné vraiment le virus. Puis, avant ça, j'avais roulé avec Communauto. Puis, à l'époque où ils les ont toujours, les Leaf 2011. J'ai eu plusieurs trips avec, y compris une panne en me rendant à mon chalet. Une journée où j'étais complètement inconscient. J'ai pris la voiture de Communauto, je l'ai louée, je l'ai chargée sur le 110 volts chez moi et je suis parti au chalet, il faisait moins 17. Là, t'as compris que... Et c'était... Mon chalet est à 90 km de chez moi et on ne s'est jamais rendu.
On a tous une courbe d'apprentissage, disons-le comme ça. Oui. Hein? Ouais. Ah, c'était rude comme courbe. Oui. 3 enfants dans l'auto, gratter le givre avec les ongles. Non, c'est pas drôle. Écoute, donc tu nous dis que tu as démarré les pages avant. Donc, est-ce que le groupe Tesla 3 en français avait été créé avant que tu obtiennes ta Tesla S? Oui, en fait, le groupe a été créé juste avant juste avant la présentation de la Model 3, qui était, si je me souviens bien, le 31 mars 2016. Et donc, on a créé ce groupe-là juste avant, et puis avant que ce soit dévoilé, finalement, le Model 3. Donc, c'est ça. Donc, ça fait déjà quelques années que c'est dessus. Et bon, évidemment... Qui dit Model 3 en français, on parle évidemment de la Tesla Model 3, mais est-ce qu'on traite d'angle en particulier ou c'est vraiment un groupe où on parle de tous les aspects qui entourent... En fait, à l'origine, c'est un groupe qui est vraiment libre. Là. Le but, c'est que les gens puissent échanger à peu près tous les aspects parce que je crois que c'est important d'avoir un endroit où les gens se retrouvent. Puis comme dans toutes les communautés, il y a des gens qui viennent régulièrement, des gens qui sont très assidus, et qui vont répondre à toutes les questions, qui ont des réponses à tout, en fait, parce que c'est vraiment des utilisateurs avancés. Alors, c'est un petit peu ça l'idée, c'est de laisser le champ libre à tout le monde. Dans le respect, évidemment. Et puis c'est à peu près ça. Là, on n'est pas du tout restrictif. Donc, tout le monde peut échanger sur tout. Il y a des gens qui font des coups de gueule. Il y en a d'autres... Alors, c'est comme dans n'importe quel réseau social. Il y a des gens qui, à un moment donné, s'ils viennent trop chialer pour chialer, c'est sûr qu'ils vont se faire montrer la porte. Là. Mais je dois avouer que ça n'arrive à peu près jamais. Là. C'est vraiment une belle communauté. OK. Et souvent, puis écoute... c'est une observation à laquelle je vais avoir ta réaction. Souvent, les propriétaires ou les amateurs de Tesla ont la réputation d'avoir l'épiderme sensible lorsque des gens soulèvent des défauts ou des imperfections que pourrait avoir Tesla, comme si, étant mythique, la marque ne pourrait pas avoir de défauts et que les défauts deviennent négligeables ou non importants parce que Tesla a tellement à offrir. Souvent, les gens disent ça, là, que sur les groupes de Tesla, va pas parler, va pas soulever un défaut, on va dire que tu comprends pas. Mais je pense que c'est valable pour n'importe quel sujet. N'importe quel sujet qui génère des passions. Évidemment que la critique est difficile. Donc, c'est sûr que pour Tesla, c'est très polarisant comme marque. Moi, mais j'adore Tesla et je dois reconnaître qu'elle a la qualité de ses défauts, cette marque. Donc, c'est sûr que oui, il y a et ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des messages privés de personnes, d'utilisateurs avancés que je respecte beaucoup et qui me disent « Mais Laurent, tu devrais empêcher que les gens disent ça. Ça n'a pas d'allure que la personne critique, tu te rends compte. » Mais, au fond, moi, ma philosophie, c'est de laisser les gens se faire leur propre opinion. Parce que la plupart des gens ne participent pas. Ils vont lire, mais la plupart des gens n'apporteront pas de contenu. Donc, ces gens-là qui lisent, on s'en remet à leur intelligence et leur jugement. Donc, ils vont bien voir qu'il y a de la critique, puis qu'on est capable de faire face à de la critique. Si on supprime la critique, ce qui n'est pas possible de toute façon, parce que la Chine essaye, puis ça déborde de partout. Fait que si on censure ces personnes-là qui sont frustrées de façon légitime ou pas, ça va ressortir autre part, puis ça altère la crédibilité en fait, du groupe. Donc, je pense qu'il faut être capable d'accepter les critiques, qu'elles soient bonnes, mauvaises, qu'elles soient justifiées ou pas justifiées. Honnêtement, c'est pas moi de juger de ça. Je laisse la communauté, en fait, la masse. Il y a suffisamment de masse critique pour qu'il y ait un équilibre qui se fasse. Et puis, je pense que Tesla, c'est une marque qui, par son innovation, en fait, obligatoirement va polariser du monde. Il y a des gens qui sont en admiration par Tesla, dont je fais partie, aveuglément, je l'avoue. Et il y en a d'autres qui vont être frustrés. Alors, pour X ou Y raison, parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter une Tesla, parce qu'ils considèrent que les amateurs de Tesla sont snobs, ou parce qu'ils pensent tout permis. Il y a plein de raisons qui font que des gens détestent les Tesla, et ça leur appartient, au fond. Puis, s'ils veulent en parler, ils peuvent venir en parler sur notre groupe. J'ai aucun problème avec ça. Évidemment, puis souvent on l'oublie, quand un véhicule, il faut l'admettre, a autant d'innovation, autant de technologie, autant de trucs qu'on retrouve dans aucune autre voiture que celle-là. Oui. Ça peut aider à faire avaler la pilule de certains petits défauts. C'est-à-dire qu'on a beaucoup
quand on met dans la balance les bons côtés, les mauvais côtés, le côté des bons côtés est tellement pesant que même s'il y avait quelques petits mauvais côtés, ça devient moins... Exactement. Un peu plus négligeable et les gens ont tendance à plus passer l'éponge, alors que le même défaut sur une autre voiture, qui n'a pas tous les avantages de la Tesla, deviendrait un défaut majeur. Impardonnable. Ouais, et on le compare souvent de notre point de vue de personne qui n'a pas de Tesla. On dit, si j'avais ça sur ma voiture, comment je réagirais? Mais c'est des défauts qui sont présents sur une voiture qui a tellement d'avantages. Je pense un ami de mon fils qui vient d'avoir son permis de conduire a essayé ma Tesla hier. Puis lui, il est au cégep et il étudie en mécanique. Fait que pour lui, c'était une révélation. Et ce que je lui ai dit, ce que j'ai réalisé, je dis, à ton âge, j'ai commencé à conduire à peu près à ton âge, puis ça fait quand même pas mal de décennies de ça. Je dis, j'ai conduit plein de voitures de toutes sortes. Puis quand je suis monté dans une Tesla, puis j'ai conduit une Tesla, j'ai d'un seul coup fait un bond en avant. C'est-à-dire que les 30 dernières années de conduite, c'était à peu près pareil. C'est-à-dire les améliorations étaient vraiment minimes. On parle de Bluetooth, là, puis d'ABS à la limite, puis coussin gonflable si on veut. Mais quand on arrive dans une Tesla, là, on fait un bond dans le futur. Puis c'est comme... Moi, je ne suis pas attiré par la mécanique ou comment ça se passe à l'intérieur. Ce que j'aime, c'est l'agrément de conduite. Et une Tesla, c'est comme de l'agrément de conduite pur. Là, c'est tout ce qu'on n'a jamais voulu avoir dans une voiture. Là, c'est réuni, là, c'est comme incroyable. C'est une intégration technologique pure. Et donc, pour moi, c'était un bond dans le futur. Et j'aurais jamais dû monter dans une Tesla parce que j'étais obligé d'en acheter une. Alors oui, c'est vrai qu'on les aime, nos voitures, et on n'aime pas les critiques. Mais d'un autre côté, oui, il y a des tas de choses qui pourraient être améliorées. Mais il faut penser que Tesla fabrique des voitures depuis 10 ans. Ils n'avaient jamais fait ça avant. Les gens qui fabriquent ces voitures-là n'ont jamais... ils ont travaillé dans le milieu automobile, mais c'est des champs d'expertise qui sont en dehors de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Et c'est exactement pour ça que des groupes comme Volkswagen ou GM ont de la difficulté à accomplir ce que fait Tesla. C'est parce que les champs d'expertise sont vraiment complètement différents d'une Tesla. Et on s'en rend immédiatement compte quand on s'assoit au volant d'une Tesla puis qu'on commence à conduire, c'est plus le même objet. Et la réflexion que je me suis fait, c'est que la voiture n'était pas un objet technologique. Elle n'a jamais été un objet technologique depuis que je conduis. C'est un objet utilitaire, c'est de la mécanique. Mais une Tesla, c'est un objet technologique, comme un iPhone. Alors, est-ce qu'une Rolex, c'est un objet technologique? Je ne le sais pas. Parce que ce n'est pas une expertise qui date d'hier, ce n'est pas quelque chose qui évolue avec le temps. Ça ne fait pas appel à des nouvelles technologies. Puis pourtant, c'est un objet fabuleux, la Rolex. Alors, on peut aimer une Porsche comme on aime une Rolex, mais pour moi, une Tesla, c'est un iPhone, c'est autre chose. C'était vraiment... Donc, qui dit objet technologique dit qu'il faut changer complètement sa façon de voir les choses. Puis effectivement, si on a une panne avec son lève-vitre sur une voiture à 100 000 $, on peut être frustré, Sauf que c'est des gens qui ne fabriquent pas ça depuis un siècle, Par contre, le reste, comme tu dis, efface immédiatement tout. Moi, le fait de me rendre à mon chalet en autopilote, c'est comme incroyable. Je veux dire, pour moi, c'était un rêve de mon enfance, là, J'arrive, je fais 100 km et je suis moins fatigué que j'avais conduit pendant 10 km avec une voiture à essence, Fait que c'est vraiment incroyable, Et je me rends compte que dans ma vie, ça change des choses. Dans ma vie, je vais plus souvent aller à mon chalet pour faire quelque chose, puis revenir, parce que je sais que mon niveau de fatigue va être beaucoup moins important que si je le faisais avec une voiture normale. Fait que c'est difficile d'être critique quand on a une Tesla parce qu'effectivement, on est inondé par ces ondes positives. Puis des fois, il y a un truc qui lâche, puis c'est comme super plate parce que ça ne devrait pas lâcher, parce qu'on va le dire, sur une Fiat 1990, ça lâchait jamais. C'est ça. On va revenir au groupe. Combien de membres à peu près sur le groupe? Je pense qu'on a passé les 5600, on s'approche des 6000 membres. C'est quand même très populaire, beaucoup de... Oui, il y a des moments où ça explose, mais tu sais, quand j'ai fait le groupe, c'était au début, la Model 3 était très attendue, mais on n'avait aucune idée de quel intérêt ça allait susciter, parce que quand Elon Musk a annoncé qu'il allait produire une voiture économique, avec même pas la moitié du prix d'une Model S, on s'est dit... Est-ce que ça va marcher ou pas? Puis, tu sais, il y a beaucoup de langues de vipères là, qui disaient que Tesla allait mourir avec cette voiture-là. C'était la fin de Tesla. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on dit que c'est la fin de Tesla, mais particulièrement avec la Model 3. Donc je ne savais pas comment allait évoluer le groupe. Je ne savais pas. Mais quand on a vu
le nombre de réservations, puis la file d'attente qu'il y avait chez Tesla à Montréal, c'était hallucinant. Et là, ça a commencé vraiment à grossir, le groupe. Puis là, on a senti qu'il y avait vraiment un nouveau souffle qui arrivait chez Tesla. C'est la question où je m'en allais. Vous aviez créé le groupe avant, des gens se sont inscrits, mais lorsque la Tesla 3 commençait à être... je ne sais pas si c'est lors des inscriptions pour la file d'attente ou lorsque les livraisons ont commencé à se faire et on sait que ça a été livré en grande quantité. Hein? Oui. Est-ce que vous avez vu une corrélation sur le membership oui, clairement, du groupe? Clairement. À chaque fois qu'il y a eu premièrement, il y a eu les commandes, le lancement des commandes. Donc, ça, c'était le 31 mars 2016, où là, évidemment, il y a des gens qui ont du matin jusqu'au soir ont attendu. La veille, j'étais là et il y avait déjà quelqu'un qui avait planté sa tente, Revolution. Et le lendemain, c'était un line-up, j'en revenais pas. Je veux dire, moi qui étais un fan de Tesla, j'ai pas fait la file d'attente. J'ai attendu le soir à 5 heures, je suis rentré comme une fleur, là, puis je me suis inscrit. Mais c'était symboliquement, c'était ça en disait fort. Alors c'est sûr que là, on a eu beaucoup de monde qui sont entrés sur le groupe. Puis ensuite, quand les livraisons, comme tu dis, quand les livraisons ont commencé à arriver, puis à chaque fois qu'il y a une annonce en fait Tesla, qu'elle soit bonne ou mauvaise, les gens veulent venir voir, ils veulent contribuer. Puis il y a un phénomène qui est important avec Tesla, c'est qu'on a l'impression de faire partie de l'histoire aussi. Donc, le fait de participer au groupe, puis qu'on soit propriétaire ou pas, on a l'impression qu'on contribue à l'histoire, puis c'est ça qui est fort chez Tesla. Oui, effectivement. Tous ces gens-là, donc, qui sont arrivés par vague, on en a parlé, ça fait en sorte que ça nourrit, des nouvelles personnes commencent à écrire. On sait que la proportion des gens qui lisent seulement est très grande, mais quand même, plus il y a de gens, plus statistiquement de gens qui vont intervenir, qui vont devenir des réguliers et mettre leurs opinions. Est-ce que vous avez recensé, par exemple, des questions ou des types d'interventions qui reviennent plus souvent, là, des dynamiques qui reviennent plus souvent? Donc, souvent la même question, où les gens sont souvent inquiets de la même chose, ou ils veulent valider ou se valider par rapport au même truc? Je dirais que la plupart des questions ont toutes été posées. Donc, Facebook est une plateforme linéaire sans colonne vertébrale. Donc, ça arrive, puis ça s'efface. Donc, le contenu n'est pas valorisé. C'est quasiment pas valorisé, à moins de mettre beaucoup d'efforts personnels dessus. Mais les questions reviennent tout le temps, mais il y a des cycles. Il y a quand même une évolution. C'est-à-dire qu'avec au début de la Model 3, il y avait beaucoup de questions par rapport à l'autonomie. Tu sais, on avait peur de l'autonomie. Alors, c'est normal aussi parce qu'une Model 3 d'aujourd'hui n'est pas une Model 3 de 2016, parce que le réseau de superchargeurs a évolué aussi. Donc, il a amené de l'amélioration en termes d'autonomie, puisqu'il a un réseau qui est beaucoup plus dense en 3 ans, 4 ans. Donc, les questions évoluent. Maintenant, on est moins sur des questions d'autonomie, d'anxiété liée à l'autonomie qu'avant. Maintenant, c'est vrai que c'est rare qu'il y ait des questions de cet ordre-là. Maintenant, il y a eu des questions sur la peinture quand elle se décollait, donc là, ça a occupé beaucoup, tu sais. C'est niaiseux, mais c'est sûr que de voir sa peinture décoller, c'est quand même un petit peu stressant. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable, mais sur le fond, quand on regarde, tu sais, avec une longue vue, c'est pas grand-chose, tu sais, c'est pas quelque chose de structurel pour Tesla. Mais donc, ces enjeux-là évoluent avec le temps. Alors, aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait d'études là-dessus. Il y aurait peut-être plus de chicanes maintenant entre les différents propriétaires, mais je ne sais pas. Je trouve qu'effectivement, comme tu dis, il y a les mêmes questions qui reviennent tout le temps avec des cycles ou qui évoluent. Et même si on n'est plus aujourd'hui dans l'anxiété de l'autonomie, on va être dans des considérations peut-être plus d'utilisation au quotidien. On est en hiver, donc les portières gèlent, le port de charge, etc. Donc, il y a différentes choses. Donc, il y a des conseils, il y a des gens qui vont demander comment faire, etc. Donc, si j'essaie de résumer, quelqu'un qui n'est pas membre de votre page et qui devient membre, le genre d'informations qu'il va aller chercher ou les avantages qu'il va obtenir en étant membre de votre groupe, c'est d'être capable de poser des questions à des gens qui ont la voiture depuis peut-être un peu plus longtemps qu'eux, puis qui va leur éviter de tourner en rond ou de chercher indûment des solutions. Oui, en fait, au départ, le groupe était ouvert au public. Enfin, était public, ce qu'on appelle public. Il y a 3 types de groupes sur Facebook. Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est public, privé et secret. Alors, un groupe public, c'est que n'importe qui est inscrit sur Facebook et pas sur ce groupe-là peut aller voir toutes les publications. Je pense qu'il ne peut pas commenter, mais il peut aller voir toutes les publications. Et à un moment donné, des gens commencent à me dire « j'aimerais ça qu'ils soient en privé parce que j'ai pas envie de voir ma face sur mon profil, puis que mes voisins sachent que j'ai commandé une Tesla ou que je me fais prendre en photo avec ma Tesla à la livraison. » Bon. Au départ, j'étais un peu opposé à ça. Je trouvais ça cool de pouvoir être ouvert à tous. Mais donc, je fais un sondage, puis la majorité des gens,
60-40, là, préféraient que ce soit privé pour être vraiment dans leur groupe à eux, avoir une impression d'intimité. Là, alors, on l'a créé privé. Donc, ça veut dire que oui, si vous venez de l'extérieur, vous ne pourrez pas consulter, sans être abonné, les publications et avoir des réponses, en fait, à vos questions. Et ça m'ouvre la porte. Donc, il faut être abonné. Pour s'abonner, exact. Est-ce qu'il y a des prérequis ou est-ce que vous exigez... Non, il n'y a pas de prérequis. On va juste regarder le profil pour voir si ça ressemble à quelque chose qui a de l'allure. Ouais, c'est un être humain. Il y a quand même des choses drôles des fois. Ouais. Mais c'est ça, oui. Donc, n'importe qui en fait la demande. N'importe qui de n'importe où. Tout ce qu'on demande, c'est que ce soit fait en français. OK, excellent. Je ne peux pas passer à côté le fait que... Et ce n'est pas le cas uniquement pour Tesla, c'est le cas pour tous les groupes ou les pages dédiées aux véhicules électriques. Il y a souvent 2, 3, 4, 5 groupes dans certains cas, mais en général 2, 3 groupes là, ou pages qui vont traiter du même sujet. Est-ce que quelqu'un qui est intéressé par votre groupe va retrouver exactement la même chose qu'il pourrait trouver dans d'autres groupes ou d'autres pages Facebook dédiées à la Tesla 3 ou c'est l'angle ou la dynamique est différente d'un groupe à l'autre? Probablement qu'il va pouvoir trouver cette information-là un peu partout, mais pas juste sur Facebook. Il peut trouver l'information aussi ailleurs. Reddit est un très bon... mais c'est pas en français, par exemple. Très bonne information. Il y a Tesla Model Club, qui est aussi un très bon forum de discussion, qui est beaucoup plus pointu que Facebook. D'ailleurs, moi, j'invite les gens qui veulent vraiment poser des questions pointues, s'ils sont à l'aise en anglais, de le faire sur des forums de discussion comme Reddit ou Tesla TMC, là, Tesla Model Club, qui sont vraiment beaucoup plus pointus, mais pour des questions niaiseuses, entre guillemets, des questions de tous les jours, il y a plusieurs groupes qui peuvent répondre, et effectivement... Ces groupes-là peuvent être redondants, donc vous allez avoir de l'information. Mais comme je disais tout à l'heure, le contenu sur Facebook, en général, n'est pas valorisé, donc vous venez poser une question... Puis vous avez une réponse des gens qui sont souvent présents sur ce groupe-là, donc quel que soit le groupe. Mais je pense qu'on a plus de membres que les autres groupes de Tesla Model 3 dans la langue française, mais ça ne veut pas dire que c'est de meilleure qualité, c'est juste qu'il y a plus de membres qui sont inscrits chez nous, c'est tout. Vous avez d'autres groupes également, pas seulement Tesla Model 3, on l'a dit tantôt, que vous avez... Quels sont les autres groupes? Si je me souviens bien. On en a tellement qu'on en oublie. Tesla Model Y, qui va être la prochaine sortie, donc Tesla Model Y en français. Là, il y a beaucoup moins de membres, évidemment, mais on s'attend à ce que ça explose. Personnellement, je pense que le modèle Y va vraiment performer au niveau des ventes parce que c'est un SUV puis tout le monde veut des SUV. Donc, ça tombe bien, peut-être très beau modèle. Donc, Tesla Model Y en français. Ensuite, Cybertruck, inévitable Cybertruck en français. Donc, c'est Tesla Cybertruck en français. Et puis, c'est Tesla propriétaire. Questions et réponses. Questions et réponses, merci de me rappeler le nom de mon groupe. Je l'aime bien, ce groupe-là, parce que c'est un groupe plus intimiste, plus petit, qui est orienté en général de toutes les Tesla, mais c'est des gens qui peuvent être partagés entre est-ce que je vais m'acheter une Tesla d'occasion, neuve, parce que là, on va avoir des Tesla Model 3 d'occasion qui vont commencer à débarquer, donc il faut prendre ça en considération. Ce groupe-là est plus créé pour ça, donc des gens qui hésitent, est-ce que je prends une Tesla d'occasion, une S d'occasion ou une 3 neuve? Donc il y a plein de questions qui sont liées à l'usage même de son auto, moins que liées au modèle en tant que tel. Excellent. Donc, quelqu'un qui est intéressé à faire partie de votre groupe pour aller chercher l'information, donc sur Facebook, dans la barre de recherche, là, on tape tout simplement groupe Tesla. C'est-à-dire dans la barre de recherche, on écrit Tesla 3 en français. Tesla Model 3 en français. Tesla Model 3 en français. Ouais. Et puis, on fait la demande et puis on peut aller chercher toute l'information que vous avez là. Laurent Gigon, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Merci, ça m'a fait plaisir. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans.
De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Les réflexions branchées de Claude Gauthier. Hey, c'est vraiment pas pire, ça. Hey, je savais pas qu'il faisait ça ici. Hein, c'est pas pire, hein, M. Côté? Oui, ça s'appelle le MTT 136. J'ai été visiter ça, je l'ai vu en vrai. Là, je vous dis, quand tu le vois en vrai, là, c'est vraiment quelque chose de capoté. Hey, je comprends. Un méchant beau skidoo électrique. Non, c'est pas tout à fait un skidoo, là, M. Côté. C'est comme je vous ai expliqué, hein, c'est une chenille qui est avec des batteries, qui peut être dirigé manuellement, directement sur la chenille, ou même qui pourrait être dirigé à distance. Moi, j'ai vu M. Yvon Martel, là, qui est le concepteur, il me l'a montré, là, il a pris une télécommande, puis il a débuté ça. Puis, ça marche? Hey, je comprends que ça fonctionne. Je l'ai pas vu beaucoup, là, mais en tout cas, les vidéos que j'ai vues, c'était vraiment impressionnant. Ouais, je comprends. Moi, en tout cas, j'aurais aimé ça voir ça en vrai. Ouais. Puis, vous savez, c'est pas ça qui m'a vraiment frappé. La machine m'a frappé. J'ai trouvé ça vraiment bien passé. Puis j'invite les gens qui sauraient pas de quoi je parle à aller voir sur Google. Donc, vous avez juste à taper Yvon Martel, MTT 136. Vous allez voir de quoi on est en train de parler, moi puis M. Côté. Mais c'est ce que je voulais vous dire, M. Côté. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est toute la persévérance de cet inventeur-là. Ça fait quand même plusieurs années qu'il travaille là-dessus. Il m'a montré aussi, imaginez, là, il y a une pile, je ne sais pas combien il peut avoir de brevets. Des brevets? C'est quoi ça? Bien, des brevets, c'est... Admettons, M. Côté, là, moi, j'invente quelque chose, puis que je pense que j'ai quelque chose qui va pouvoir se vendre beaucoup, tout ça, ça ne me tentera pas que quelqu'un aille le copier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais demander un brevet. Puis aussi, c'est que je peux me contenter de demander un brevet, exemple, ici au Canada ou dans d'autres pays qui seraient proches. Mais si je pense que vraiment, un peu comme M. Yvon Martel le croit, que sa machine va se vendre un peu partout, bien lui, il a demandé des brevets pour être certain de ne pas être copié nulle part ailleurs. Ah, je comprends. Fait que comme ça, moi, j'inventerais ça, là, puis là, je pourrais pas dire que c'est moi qui l'ai fait, parce que lui, il a déjà ses brevets. Ben c'est ça. C'est comme vous venez de dire, inventez ça, vous ne pourriez pas l'inventer, il est déjà fait. Donc, admettons que vous voudriez le faire, ben lui, il pourrait dire, hey, cette personne-là est en train de copier mes affaires. OK, je comprends. Puis là, après ça, lui, il part avec ça, puis il peut vendre ça n'importe où, puis il est sûr qu'il n'y a personne qui peut copier ses affaires. Bien, il n'y a personne qui peut copier ses affaires, puis aussi, il y a une deuxième chose que toute entreprise est obligée de faire, c'est dépendamment de qu'est-ce que vous voulez vendre, vous êtes obligé de la faire certifier. Ça, les brevets, ça protège l'inventeur, ça protège celui qui a inventé cette machine-là, ou encore un autre appareil. La certification, elle est là pour protéger les gens. Donc, admettons que moi, je ne sais pas, je suis dans les bornes de recharge. On va dire que demain matin, je prends une borne de recharge, puis je la vends, puis, tu sais, écoute, c'est un monsieur Côté, là, genre, là. Ah, je ne sais pas de qui tu me parles. Ouais, tu sais, on va dire, mettons, monsieur Côté, là, qui est pas mal bon en électronique, puis qui aurait fait une borne de recharge. Il a fait ça avec des morceaux un peu n'importe comment. Puis moi, je me dis, hey, on va faire la passe avec ça, c'est pas cher à faire. Puis on va la vendre juste un petit peu moins cher que ce qui est déjà fait sur le marché. Donc on va en vendre plein, puis on va faire la passe. On pourrait pas faire ça? Hey, je pense qu'on serait bon pour s'arranger, hein? Oui, on pourrait l'essayer, mais ça ne durera pas longtemps parce que ce qu'on serait obligé de faire, c'est qu'admettons qu'on va vendre ici au Canada,
on sera obligé d'avoir une certification. Normalement, la certification, c'est une certification CSA ou encore une certification UL, qui est les Underwriters Laboratories. Donc, les gens, en achetant notre appareil, vont voir soit un ou l'autre de ces certificats-là. Donc, on va pouvoir leur certifier justement que notre appareil correspond à tous les standards de l'industrie. Donc, exemple, on leur vend une borne de recharge. Ce ne sera pas quelque chose qui va être dangereux, qui va aller mettre le feu à leur maison ou quelque chose comme ça. Ça a été certifié. OK, mais là, admettons que moi, je fais de quoi, là, puis que c'est bien bon. Je suis-tu vraiment obligé de la faire certifier? Ben oui, parce que de toute manière, pour vendre quelque chose sur le marché, c'est comme je vous expliquais, ça vous prend absolument une certification. Vous pouvez avoir une première certification qui est ce qu'on appelle la SPE 1000, qui va vous permettre de vendre seulement 500 unités dans l'année. Puis après ça, ben, si vous voulez en vendre plus, vous êtes obligé d'avoir une autre certification. Malheureusement, pour quelqu'un qui voudrait vendre quelque chose comme ça, la certification, que ce soit CSA ou UL, c'est une certification qui est permanente. Une fois que vous avez la certification, vous ne pouvez plus rien changer sur votre appareil. Puis, ça coûte quand même assez cher. Ah ouais? Genre combien? 1000 piastres? Je vous dirais pas mal plus que ça. On peut ajouter plusieurs zéros à votre 1000. Moi, je connais quelqu'un là, qui est dans le domaine, puis il m'avait dit que faire certifier une borne, ça lui avait coûté à peu près 1,5 million. Hein? Comment ça, 1,5 million? Ça n'a pas de bon sens. Il s'est fait avoir, certain. Ben, disons que le prix des certificats, aussi, c'est que les gens vont venir à votre entreprise pour faire certifier votre appareil. Donc, c'est sûr que vous devez payer les frais de déplacement, vous devez payer tout ça. Vous avez des frais à payer. Donc, oui, c'est assez cher. En plus d'avoir payé pour les brevets. C'est pour ça que je vous disais que M. Martel, puis les gens qui sont dans l'industrie aussi, c'est des gens qui m'impressionnent vraiment parce que ça prend du vouloir, ça prend de la persévérance, puis il faut vraiment croire en son produit. Puis là, hey Claude, genre que là, admettons que je sais pas, là. Moi, là, je vends de quoi, puis je pourrais-tu prendre, exemple, le certificat de quelqu'un d'autre, puis faire à croire que c'est le mien. Tu sais, genre mettre le numéro, puis... Ben, vous pouvez essayer, M. Côté. Mais savez-vous, on est à l'ère d'Internet, hein? Fait que peut-être que, je sais pas, peut-être que v'là 30 ans, vous auriez pu mettre l'étiquette CSA sur votre produit, mettre un numéro de certificat, puis de faire à croire que c'est le vôtre. Mais aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet. Donc, vous pouvez même aller sur les firmes qui font les certifications, donc CSA ou UL. Vous entrez le numéro du certificat, puis ça va vous donner le nom de la personne ou de l'entreprise qui le détient. Donc, exemple, je vous donne un numéro de certificat, vous le rentrez dans Internet, puis vous apercevez que ça n'a aucun rapport avec mon entreprise qui s'appelle Vers l'avenir. Probablement que vous poseriez des questions. Hein? Comment ça se fait que moi, j'utilise un certificat, puis que malheureusement, ce certificat-là n'est pas au nom de mon entreprise? Ben, ça ferait bizarre. Ben, je peux pas croire qu'il y aurait du monde qui ferait ça, hein? C'est que ça leur donnerait. Moi non plus, j'en ai aucune idée. Je vais vous laisser. J'ai justement autre chose à aller voir, M. Côté. Fait qu'on va se revoir l'année prochaine. Hey! L'année prochaine? Ah, excusez, je voulais dire le mois prochain. On est déjà changé d'année. Fait que, bonjour, M. Côté. Hey! Salut, Claude! Toujours le fun de parler avec toi. Bye! Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Conférence à voiture électrique, un survol électrisant, c'est le 12 mars à 19h à l'Hôtel de Ville de Repentigny au 435 boulevard Iberville. Conférence à voiture électrique, est-ce pour vous? Conférence donnée par Simon-Pierre Rioux, c'est à la bibliothèque de Brossard le 25 mars à 19h. Donc, c'est au 7855 avenue San Francisco à Brossard.
conférence La voiture électrique, un survol électrisant. C'est le 2 avril à 18h30 à la bibliothèque Bruno Sigmund. C'est au 1550 118e rue à Shawinigan Sud. Et finalement, la voiture électrique est pour vous le 22 avril à 19h à la bibliothèque publique de Dollard-des-Ormeaux. Conférence que Simon-Pierre Rioux donnera au 12001 boulevard de Salaberry, Dollard-des-Ormeaux. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence on roule remercie tous ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Laurent Gigon, Claude Gauthier et Stéphane Levert. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, et l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence on roule. La reproduction ou la diffusion d'émissions est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Pour toute question concernant l'émission, vous pouvez écrire à martin@silenceonroule.com. Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archives.silenceonroule.com. Je vous rappelle que vous pouvez également nous faire part de vos commentaires, nous dire ce que vous aimez moins, ce que vous voulez nous suggérer pour l'émission. Je suis très ouvert aux suggestions, aux thèmes qu'on pourrait traiter. Aussi, on essaie de traiter là, une majorité de thèmes qui vont intéresser nos auditeurs. Et bien évidemment, pour être le plus adapté possible à vos besoins, on a besoin de votre feedback. Donc, gênez-vous pas, chers auditeurs, à m'envoyer un petit courriel. Même si c'est juste pour me dire bonjour et que je puisse constater que je ne parle pas seul. Envoyez-moi ça au martin@aveq.ca ou encore martin@silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.